La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Bienvenue au Grand Café. Aujourd'hui, nous recevons un ami, un frère, mais nous recevons tout simplement un homme de culture. Mesdames et messieurs, avant de l'installer, on installe les gens de la maison. Ceux qui sont là pour poser les bonnes questions et mener la bonne discussion. Voici monsieur Salif Akerman. Salut Salif, voici Hugues Taïta. Monsieur Imhotep Bayala. Et enfin, j'appelle un ami, un frère, voici monsieur Hervé Anla. Merci. Et celui qui va venir s'installer est très connu du monde des artistes, très connu aussi du monde de la culture. C'est un jeune homme plein d'ambition qui a un parcours et ici ensemble, nous allons mener cette discussion parce qu'on a longtemps rêvé ce jour-là. Mesdames et messieurs, voici monsieur Walid Bara. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Salut, c'est Awadi. Depuis Dakar, un petit message pour vous parler de Walid Bara. Walid, ce que je peux retenir de lui, il aime la musique. Et très tôt, je l'ai vu manager des groupes, tu vois. Et il est curieux. Il a essayé de savoir, en dehors de manager un artiste, quels sont les droits des artistes, quels sont leurs devoirs. Donc quand je le vois au bureau burkinabé des droits d'auteur, ça ne me surprend pas. C'est une trajectoire normale. Quand je le vois écrire sur les droits d'auteur et les droits voisins, ou bien le management, c'est une trajectoire normale. Donc voilà, c'est un amoureux du Burkina Faso, un amoureux de la musique, un amoureux de la culture. Voilà, si on peut faire court, voilà, moi c'est ce que je retiens, un ambitieux et quelqu'un de très intelligent qui en veut et qui a envie de mettre le Burkina sur la map monde. One love. J'ai connu M. Walid Bara il y a cela presque une vingtaine d'années. J'ai découvert un jeune homme dynamique, tout sourire, et bon, donc tout de suite le courant est bien passé.
À l'époque, je crois que son premier groupe qu'il manageait, c'était Jaffoul Staff. Donc il a intégré la structure d'Amazon et c'est là qu'il m'a managé pendant quelques années avant de devenir le manager du groupe Yélène. On connaît, on sait la carrière que Yélène a fait par la suite. C'est quand même un groupe qui a marqué les esprits ici au Burkina Faso. Avant d'être assez récemment nommé directeur général du BBDA, ce qui est plutôt une bonne chose. Comme je disais tantôt, je pense que c'est quelqu'un d'assez dynamique et qui a une bonne analyse du secteur culturel national. Donc on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière. Mr. Woyo. C'est tellement des années d'amitié, de travail, de bons comme des mauvais souvenirs, mais je préfère les bons. Je me rappelle de ce concert de l'université où tout était parti. C'est après ça qu'il était devenu le manager de Yélène. Après ça, je retiens aussi de l'homme quelqu'un de fidèle en amitié. Ça prouve aussi les valeurs que l'homme il a en tant qu'être humain. Et professionnellement, c'est cette personne qui a cette capacité de se remettre en question, de se remettre en cause, qui sait reconnaître aussi ses erreurs, qui sait consulter les autres. Walid Bara, le passionné des cultures. Je me souviens, dans les années 99 et 2000, je me souviens d'un jeune étudiant passionné de musique à l'université de Burkina. Nous étions partis pour un concert. Il se distinguait en tous les promoteurs. Il était attentionné, il cherchait à savoir beaucoup sur les artistes, il cherchait à connaître le mode de la culture. Et ça m'a fait plaisir. Merci pour tout. Merci d'aimer la culture. Et je te salue, je te tire mon chapeau. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu, M. Bara. On va appeler une demoiselle. C'est elle qui va installer M. Bara. Mademoiselle s'appelle Alira Eugénie. Applaudissements pour elle. Mademoiselle, le micro. Et très rapidement, en quelques minutes, expliquer à M. Bara qu'est-ce qui va se passer ici et maintenant. Bonjour, M. Bara. Bonjour. Walid Bara, excusez. Donc, déjà, le concept, c'est quoi? Moi, c'est Alira Eugénie et j'ai la lourde tâche de vous installer, que vous soyez confortablement assis à répondre aux questions. C'est-à-dire que nous avons toute une série de questions que nous allons vous poser. Et il y a les jokers. C'est moi, je tiens les jokers. Les jokers, c'est quand tu n'auras pas envie de répondre à une question. Mais j'espère que vous n'allez pas prendre de joker, que vous allez répondre à toutes les questions. Beaucoup de franchise et de sincérité. On va applaudir mademoiselle Alira Eugénie. Merci. Café. Walid, une fois de plus, cher ami, bienvenue au Grand Café. Merci. Et je le disais à un de mes amis, comment vous voyez quelqu'un quand ça a été ton compagnon depuis plus de 15 ans, mais on va se prêter à l'exercice. Merci d'être venu encore à cette émission. 1975, à Boaké, dans la maternité de Koko, le vieux Bara assiste à la naissance d'un garçon, de son garçon qui va appeler Wahabou. Et donc, l'enfant va prendre pour nom de baptême Wahabou Bara. Nous sommes dans les années 75, je le disais tantôt, et le garçon va aller à l'école, et puis après, ça sera le lycée classique de Boaké. C'est dans les années 89 qu'il va, pour la première fois, faire un tour au pays. Mais en réalité, il y a eu un premier tour chez un oncle, chez un frère, à 60 km de Niangologo, pour voir un peu à quoi ressemblait ce pays dont nos parents nous parlaient tant. Mais après le bac D obtenu, l'homme va rentrer au Burkina Faso. L'université de Ouagadougou, c'est la faculté de Fazeg. La première année n'est pas concluante, la deuxième est déclarée blanche. L'homme va faire une virée en sociologie et en année de licence va passer le concours de la faculté AGAC. Là-bas, il va se passer que ce garçon a déjà cette envie de fourrer son nez dans le milieu culturel, plus précisément dans la musique. Il s'essaie pour la première fois avec des amis à organiser un concert avec l'artiste ivoirien Pacom.
On va dire que ce ne fut pas un échec, mais l'argent n'est pas au rendez-vous comme on le souhaitait. Leur courage les amène jusqu'à hypothéquer une mobilette d'un ami pour que les recettes servent à payer et à faire des bénéfices. C'est de justesse que les choses se passent bien et donc la moto a été restituée. Deuxième tentative, Ismaël Isaac, un gros morceau. Et là, l'expérience fut amère parce que l'artiste ne viendra pas à ce concert. Et c'est comme ça que M. Barra commence à comprendre les difficultés liées à l'organisation d'un spectacle, mais les difficultés liées tout simplement au monde du show business. Aussi passionnant, mais aussi risquant, jusqu'à ce que l'homme commence à faire ce qu'on appelle dans notre métier le management d'artistes, le développement d'artistes. Le studio Abazon, avec le catalogue de Smokey et de toute la production. Humaniculture, pour piloter et chapeauter ce grand festival international de rap, Waga Hip Hop, devenu aujourd'hui un festival urbain tout simplement. L'aventure va continuer jusqu'à rencontrer le gros morceau, c'est Yélène. Et qui dit Yélène connaît tout le parcours jusqu'à ce que l'aventure les sépare. Il y a eu aussi Sissao, mais que de gros morceaux. Walid Barra va apprendre au fil du temps et parallèlement, l'homme ne va pas lâcher les études puisqu'il va soutenir et il va nous sortir son premier bouquin sur le management des artistes burkinabés. Amateurisme, conflit d'intérêts et défi de professionnalisation. Walid sera nommé en 2017 directeur général du bureau burkinabé des droits d'auteur. 29 juin 2016. 29 juin. Si on l'avait enregistré le 29 juin, cette émission, ce serait exactement 4 ans. 4 ans. Et aujourd'hui, Walid Barra a encore produit parce que l'homme aime écrire, il aime partager la réflexion. Et c'est un livre qui nous est sorti encore en 2019, qui s'appelle Droits d'auteur, comment en tirer profit. L'homme vient d'être nommé meilleur manager dans le secteur culturel, meilleur manager africain. Le prix a été décerné à Kigali, au Rwanda. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Il est question pour nous aujourd'hui d'inviter ce monsieur à une partie d'échange avec mes chroniqueurs. On va l'articuler sur 2 tempos. La première, c'est Walid Barra, le manager, le producteur, tout simplement l'homme du show business. Et Walid Barra, le directeur général du bureau burkinabé des droits d'auteur. Et on va compléter les questions derrière. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au café. Et je voudrais que ce soit M. Salifa Kerman qui s'introduise pour poser la toute première question. Walid Barra, producteur, éditeur. Au-delà d'être un acteur culturel, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à la structure de production dans laquelle tout le monde vous a connu, qui est Vision Parfaite? Comment elle est née et quel a été votre rapport? Parce que comme l'a dit le commandant, on a connu des grosses têtes comme Yélène, comme Sissao, chacun peut faire son bilan. Mais vous, avec du recul, quelle est votre appréciation de cette aventure-là? Parce que je sais qu'après votre arrivée au BPDA, vous avez présenté votre démission pour avoir les mains plus libres. Merci. Je crois que Vision Parfaite est l'aboutissement d'un rêve parsemé d'embûches. Papus l'a dit dans la biographie liminaire. J'ai fait mes premiers pas à Canal Arc-en-Ciel d'abord, en tant que stagiaire et ensuite animateur d'une émission qui s'appelait donc Vision Parfaite, donc qui avait lieu tous les jeudis entre 16h et 17h. Cette émission consistait donc à choisir des thèmes et à diffuser donc un répertoire en conformité avec ce thème. Et pendant donc mon apprentissage à la radio, il y a eu des expériences, des spectacles qui ont été faits par-ci, par-là. Et j'ai appris également aussi la régie auprès de Yaya Popsi, Diallo, paix à son âme. Ensuite, Kader Sissé, à travers donc l'émission Prestige.
Et je me sentais plus dans l'âme d'un entrepreneur du spectacle. Et lorsque Shilby, aujourd'hui promoteur d'une radio, une télé de la place, m'a suggéré plutôt d'aller dans le management des artistes. Parce qu'il me disait que le milieu du spectacle sera rapidement saturé. Saturé parce qu'il y avait déjà des noms comme Diapresse et lui qui venait aussi dans le spectacle Zouk. Il y avait également déjà Kader Cissé, les autres. Et il pensait par contre que le métier de management était plutôt vide. C'était un segment qui pourrait peut-être plus porteur pour ma personne parce qu'il trouvait que j'avais donc des aptitudes de négociateur. Voilà comment donc je commence le management avec les différents artistes, mon immersion à Human et Culture, également aussi à Bazan. Et ensuite, on monte plus tard Burkina Music et Sport. Burkina Music et Sport qui était un regroupement donc, de promoteurs, d'animateurs, de producteurs, dont l'objectif était de faire tourner la musique burkinabé à l'étranger. Et à la faveur donc d'un voyage à Séville, donc au Roumex, avec le commandant Papus, j'ai eu une autre réalité du marché musical. Ça sonne encore une fois de plus dans la tête. Je rentre. Ensuite, en 2009, je vais à un autre second marché de la musique, le Babel Med, à Marseille. J'apprends encore dans la douleur la difficulté de pénétration des produits musicaux burkinabés. Je vois tout ce qui entoure le véritable show business. Je vois que je n'ai pas encore les reins solides. Et avec toute cette expérience colmatée par-ci, par-là, je me dis il est peut-être temps de faire ma propre expérience en mettant en place un label, donc Vision Parfaite, qui serait donc une structure de production, d'édition et de gestion des carrières des artistes. Il faut dire qu'en réalité, comme je l'ai dit tantôt, c'était un rêve, mais j'ai déjà dit à Bilaka Koura une fois dans une discussion que dans un pays normal, des personnes comme moi ne devaient pas être des producteurs. Parce que quand on dit producteur, c'est quelqu'un qui a une assise financière solide. Quand même solide. Voilà. Mais nous, c'est la passion, les petites économies glanées par-ci, par-là sur donc, le placement d'artistes. Et puis cette volonté qu'on puisse parler du Burkina musicalement, tant dans la sous-région qu'à l'international, qui se dit, mais pourquoi on ne rentrerait pas dans une phase de structuration? Et cette structuration serait donc de mettre une structure en place. Et dans cette structure, progressivement, on pourra peut-être apporter notre plus. Je ne sais pas si je dois dire qu'est-ce que j'ai apporté à l'environnement musical burkinabé. Je pense que c'est ceux avec qui j'ai travaillé, les observateurs aussi également, qui sont mieux placés pour dire ce que j'ai apporté donc, à l'écosystème musical burkinabé. Est-ce que Walid Bara est satisfait, mais surtout Walid Bara avec cette expérience d'éditeur, de producteur, acteur culturel de l'événementiel, est-ce que pour vous, c'est quoi les blocages de la valorisation de la musique burkinabé? Quelles sont ces difficultés d'originalité? Alors, je pense que il y a un problème au niveau de la chaîne des valeurs. C'est vrai que tout de suite, naturellement, on s'est dit, il y a la chaîne des valeurs complète est là, c'est-à-dire création, production, diffusion, commercialisation. C'est là d'apparence. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes parce que quand on prend notre écosystème, on retrouve la même personne à faire pratiquement tout. Il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais parce que souvent, il n'a pas le choix. Je vais dire, en tant que manager, je travaille avec un groupe comme Yélène. Je vois qu'ils ont fait les 2 premiers albums en autoproduction. Avec le potentiel qu'ils ont, ils viennent de remplir un stade. Et il n'y a même pas un producteur pour le 3e album du groupe Yélène. C'est ce qui amène. Ce n'est pas logique. Ouais. Voilà. Donc on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que jusqu'à ce que moi, enfin, même avec tous les retours que j'ai eus de ceux qui étaient au Burkina avant moi, Yélène était le premier groupe national à dompter un stade de 15 000 places. Exactement. Voilà, donc, quand c'est comme ça, on s'est dit rapidement, les propositions doivent pleuvoir. Naturellement, il y a des producteurs qui disent, bon, je mets 20 millions sur la table, 30 millions, 4. Mais ce n'est pas ça. Le véritable premier album de Yélène qui a été produit par une tierce personne,
c'est bien moi qui ai produit le troisième album d'Arès Salam, donc avec des petites économies et le soutien d'un mécène derrière. Je trouve que ça, c'est pas normal. Voici un des problèmes, c'est-à-dire la rarification des producteurs sur le marché même discographique. Ce qui fait que tous ceux qui sont producteurs sur le marché burkinabé sont généralement des passionnés qui mettent toutes leurs économies. Malheureusement, ils sont obligés, ces producteurs-là, d'être les managers des artistes qu'ils produisent. Parce que s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas rentabiliser. À défaut, ils ne pourront même pas rattraper les frais enclenchés donc pour la production. Ensuite, au niveau même de la création. Vous voyez, je vais prendre un exemple peut-être lointain, on va me dire peut-être que, voilà, mais il le faut. Si vous prenez un monsieur comme Johnny Hallyday, de toute sa carrière, il n'a écrit une seule chanson. Parce qu'il y a des auteurs pour Johnny Hallyday, il y a des compositeurs pour Johnny Hallyday, et ensuite il y a Johnny Hallyday qui vient comme interprète, donc dans toute son aisance et toute sa plénitude. Mais ici, vous allez prendre un artiste burkinabé qui va lui-même écrire son texte, qui va ensuite composer la mélodie qui va avec. Ensuite, c'est lui qui doit tourner dans les médias pour donner un peu souvent son CD. Ensuite, peut-être, s'il n'y a pas l'offre, il est obligé lui-même d'organiser soit son concert dédicace, ensuite c'est tourner dans les provinces. Vous voyez qu'à la fin, il est épuisé et donc on ne peut pas avoir les mêmes résultats que sous d'autres cieux. Donc voici autant de difficultés qui font que, bon... Monsieur Hugues. Oui, est-ce que vous ne pensez pas qu'à la base, ce que vous tentez d'expliquer est un problème social, politique du Burkina Faso, ce qui fait que les gens n'investissent pas autant qu'il le faudrait pour l'accompagnement des artistes qui se lancent? J'ai envie de rebondir sur sa question, mais autrement, mais c'est dans la même lignée. Ce que vous expliquez, pour moi, la musique, c'est du business. Oui. Vous mettez de l'argent dans quelque chose, vous vendez la chose, vous récupérez ce que vous avez mis là-dedans et vous empochez les bénéfices. S'il n'y a pas de producteurs qui sont prêts à mettre de l'argent là-dedans, peut-être que c'est parce qu'ils ne perçoivent pas la manne financière qu'il y a derrière, mais en même temps, c'est ainsi parce que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne et les différents métiers qu'il y a à l'intérieur. Vous avez pris l'exemple de Johnny Hallyday tout à l'heure, qui derrière a toute une machine, mais ici on a une seule personne qui fait tout. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les compétences? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas cette culture-là? Est-ce qu'on n'a pas un souci de compréhension du fonctionnement de cette industrie-là? Il a parlé tout à l'heure de l'aspect social, politique. Je trouve que ce n'est pas faux, parce que si vous prenez l'histoire récente de notre pays, vous savez que les régimes qui se sont succédés n'avaient pas vraiment l'esprit à une popularisation des arts. Donc, s'il n'y a pas cette dynamique de popularisation des arts, il est très compliqué que tous les métiers puissent se mettre en place. C'est vrai qu'on a eu la période de la Révolution, donc avec le capitaine Thomas Sankara, qui, si dans sa dynamique de rendre les arts populaires, à travers la structuration, parce que c'est sous la Révolution qu'on a eu par exemple un bureau burkinabé de droit d'auteur, la fierté de la consommation nationale, mais il y a eu aussi en même temps pendant cette période une fuite des grands orchestres aussi, de certains artistes qui, en termes de liberté de création, ne se sentaient pas tout à fait dans les conditions optimales de création pendant cette période. Donc, il y a ce volet politique aussi. C'est vrai qu'on a pu se doter d'une politique nationale de la culture en 2009 et d'une stratégie nationale de la culture, des arts et du tourisme qui va de la période donc, de 2018 à 2030. Dedans, tous les axes sont bien définis. Une chose est de définir ces axes-là, une autre aussi est également donc, de mettre en œuvre certains mécanismes pour en faire une réalité. Donc, il y a le problème politique, comme vous l'avez dit. Il y a aussi la donne économique aussi. Il y a une donne économique parce que aujourd'hui, produire un artiste, ça demande beaucoup. Généralement, la loi dans les industries musicales, c'est de faire par exemple 3 albums avec un artiste dans l'optique de sortir un premier pour qu'il soit connu, un deuxième pour commencer à
à consolider, et un troisième pour faire du Pour chiffre. faire des bénéfices. Voilà, alors que généralement, ce n'est pas cela. Après, Papus est là, hein, la majeure partie des productions, après un premier album, les bisbilles commencent. Aujourd'hui même, on est dans les singles. Voilà, voilà, exactement. Donc, ce qui fait que tous ces éléments mis l'un dans l'autre compliquent la tâche, donc des acteurs même de la filière. De la filière. On va passer la parole à M. Hervé. Oui, moi je voudrais rester dans vos compétences hein, en tant que manager. C'est vrai, nonobstant le fait que justement on vous connaît un peu, on connaît vos compétences justement dans ce domaine, mais il ressort quand même que au-delà des artistes que vous avez coachés, vous avez produits, entre guillemets, je cite notamment Yélène et puis Sissao, ça s'est toujours mal terminé. Et tout tourne autour justement de l'argent. On parle de 10 millions de Yélène, on parle également de tout ce qui s'est passé avec Sissao. Peut-être que vous allez revenir là-dessus. Mais moi, ma question, elle est toute simple. Moi, j'ai échangé avec Sissao. Jusqu'à présent, vous êtes un directeur maintenant. J'ai même échangé avec vous. Vous n'avez pas voulu aborder ce sujet. Mais Sissao est toujours remontée après 10 ans contre vous. Elle est prête à tout faire pour ne même pas vous serrer la main. Est-ce que pourquoi, au-delà de tout cela, pourquoi vous ou elle, vous n'arrivez pas à vous rencontrer pour véritablement aplanir ce sujet? On ne veut pas remettre ça sur le plateau, mais vous savez très bien ce que Sissao pense de vous actuellement. Vous êtes l'une des personnalités quand même de ce pays qui a une réputation quand même assez énorme. C'est quand même difficile que vous deux vous arrivez à échanger, même ne serait-ce qu'à vous serrer la main. Non, alors vous posez deux problèmes. Vous avez posé le problème de Yélène, ensuite celui de Sissao. Comme vous avez insisté sur Sissao, je vais revenir sur le cas Sissao. Ouais. Alors, le cas Sissao, il faut dire que j'ai connu Sissao en septembre 2005. On a collaboré de 2005 à 2016. 11 ans. 11 ans. C'est beaucoup. Donc, si pendant 11 ans, après 11 ans, quelqu'un vous dit qu'il ne veut plus vous adresser la parole, mais dans cette histoire, c'est moi qui ai eu plus mal. J'ai eu plus mal. Quelle histoire? Je m'explique. J'ai eu plus mal parce que j'ai vidé mon compte en banque pour produire l'album de Sissao. C'est bien d'avoir une voix, un talent, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui ose, donc qui vide son compte en banque parce qu'il croit à un potentiel. Et ça reste un investissement. Oui, ça reste un investissement. À risque, naturellement. Qui croit en ce potentiel. Et je vais vous dire une autre chose. Quand l'album de Sissao est sorti le 14 janvier 2006 à l'Institut français, pendant un an, je n'ai pas été bénéficiaire des droits d'auteur liés à l'œuvre. Parce que dans ma philosophie, comme je l'ai dit, c'était Ouagajam. Et Ouagajam, c'était Smarty, c'était Mandoé. Et Wally Bara était l'administrateur derrière. Et si vous avez suivi la communication de l'époque, on a travaillé à faire croire que c'était Smarty et Mandoé qui ont produit Sissao. Parce que l'idée, c'était ça. Voici deux jeunes gens qui ont réussi dans la musique et qui tendent la main à d'autres artistes pour que ces derniers aussi puissent s'épanouir. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué, si on peut l'appeler, cette distance entre Sissao et ma personne, Wally Bara? Sissao, nous avons travaillé à ce qu'elle soit nominée au Cora 2016. J'allais en venir, allons-y. Au Cora Award 2016. Alors, lorsqu'elle a été nominée, dans la catégorie dans laquelle elle devait compétir, il fallait faire preuve de réalisme et de pragmatisme. On ne pouvait pas s'en sortir. Est-ce que vous n'êtes pas pessimiste? Non, c'est du réalisme. Ça, c'est du réalisme de quelqu'un qui est dans le métier, qui sait comment ça fonctionne. Je rentre en contact avec Ernest Adjovi et je lui dis, moi je souhaite que mon artiste puisse jouer pendant la remise des trophées. Parce que c'était ça l'objectif. Il m'a dit, écoute, c'est un seul billet que nous prenons en charge, mais si tu veux vraiment quel jour, en live, tout et tout, je check tous les billets, tout le budget, je t'envoie et tu te débrouilles. Le budget tournait autour de 9 600 000. Donc il nous fallait en gros trouver 10 millions pour pouvoir emmener Sissao sur la scène enfin, c'était plus en Afrique du Sud, ça devait avoir lieu à Windhoek, en Namibie. Je rentre, j'évoque la question avec mon staff de Vision Parfaite et je demande à chacun d'aller réfléchir pour qu'on puisse voir comment trouver ce montant.
3 jours après, j'ai dit, bon, moi j'ai une proposition, parce que mes collaborateurs n'avaient pas pu proposer quelque chose. On va mettre en place un coffret. Un coffret qui va regrouper donc l'ensemble de sa carrière en audio et en vidéo. Et on va les vendre à 100 000 francs. Tout le monde m'a dit, mais ça ne va jamais marcher, y compris elle-même au début. Ça ne peut pas marcher, qui va le croire? J'ai dit, mais on va essayer. On a réuni une équipe de communicateurs pour partager l'idée et accompagner le projet. Ouais. Et on a baptisé le projet avec Sissao Okora. C'est la musique burkinabé qui gagne. Parce qu'on voulait que tous les artistes musiciens, tout le monde rentre dans ce projet fédérateur. Et ce qui va se passer, c'est qu'on devait lancer le projet le 20 janvier 2016. Et le 16 janvier 2016, le pays a subi les premières attaques terroristes. Et tout le monde a dit dans le milieu du projet. J'ai dit non, on va le réadapter. On va dire avec Sissao Okora, c'est le Burkina qui reste debout. On a maintenu ce projet pour y aller. Donc, j'étais à fond dans ce projet. J'ai encore mis non seulement de mon temps, de mon expertise, mais aussi des moyens financiers. Mais après, l'artiste n'a pas compris la philosophie. Et malheureusement, dans ce genre de projet, l'artiste s'exprime avec d'autres personnes extérieures qui deviennent des experts en conseil, en gestion de carrière, etc. etc. Et donc, avec les retours qu'on a, on s'est dit, je vais vous dire une chose peut-être qui va vous surprendre. Sissao, c'est ma grande sœur. Les gens pensaient que dans notre collaboration, j'étais l'aîné parce que je prenais les décisions, mais je prenais aussi les coûts pour l'artiste parce que c'est ça, le rôle aussi du manager-producteur. Mais je n'étais pas dans la relation producteur-artiste. J'étais plutôt dans la relation manager-artiste, bien que j'étais le producteur. Ouais, moi, donc, à un moment donné, quand vous avez des retours qui font encore plus mal, vous savez, à un moment donné, vous prenez de la distance. Et sur le dossier Sissao, c'est moi qui n'ai pas envie de faire le pas. Sinon, je sais que si je me lève de cette émission et que je me range sur Sissao, je sais que l'affaire sera réglée. Mais pour l'instant, ma blessure n'a pas encore cicatrisé. Ah, donc ça dépend de vous. C'est quoi le problème? Donc ça dépend de parce vous que maintenant. Jusque-là, on a écouté, c'est bien, votre engagement, tout ça c'est nickel. Mais quel a été le problème? Ce projet qui a été porté avec du cœur, à un moment donné, l'artiste et le producteur n'avaient plus la même vision. Tout à fait. Donc, il se passe que, il y en a qui pensent qu'il faut restituer l'argent de ceux qui ont participé, et il y en a qui pensent tout simplement que non. Et puis après, vous avez trouvé une solution. Est-ce qu'à la fin, vous n'avez même pas fait un chèque pour... Tout à fait, tout à fait. Non, à la fin, parce qu'il y avait... C'est ce que mes chroniqueurs veulent entendre pour trancher l'affaire. Moi, je comprends bien. Moi, en réalité, ce n'est pas ça. Moi, en réalité, est-ce qu'avant Sissao Okora, il y avait des bisbilles? Est-ce que la pomme de discorde, c'est l'affaire de Sissao qui doit aller au Okora? Est-ce que c'est ça le problème? Ou bien avant, dans la collaboration... je crois qu'il a dit c'est l'affaire des Cora. Les amis, s'il vous plaît, on ne va pas faire marche arrière. L'affaire des Cora, je crois que ce que Hervé veut comprendre, qu'est-ce que Sissao vous a reproché dans le fond? Non, je crois que, comme je l'ai dit, le projet de crowdfunding, parce que c'est une forme de crowdfunding, ce que Laurent Bado appelle l'actionnariat populaire. On a expérimenté, et c'était une première. Et les gens les gens ont misé de l'argent. Les gens ont misé de l'argent. Et 98% de ces personnes qui ont misé de l'argent l'ont fait pour moi, ma personne. Et ça pose un problème, déjà. Parce qu'en réalité, quand on fait un projet de crowdfunding comme ça, sur un artiste, c'est l'artiste qui doit mobiliser autour de sa personne. Mais c'est vous qui avez mobilisé. Donc, c'est la générosité de l'artiste. Donc, à un moment donné, il y a eu comme un doute. Sur la gestion de ces dons. Non, ce n'est pas la gestion de ces dons. Il y a eu un manque d'engagement de l'artiste. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas au producteur de croire au projet artistique. Elle n'était pas convaincue du projet. Voilà. Et à la fin, on me dit, on veut faire un album commun. On veut faire un album commun avec son époux. Ce n'est pas ça qui était à l'origine du projet. Ce n'est pas pour ça que je me suis investi, trouver des idées, réadapter le projet. Je me rappelle de Madès qui m'appelait un matin pour me dire, mais Walib, toi tu es fou. Je dis comment? Il dit, tu veux faire un événement le 20, le 16, il y a attentat. Et j'écoute à la radio que tu réadaptes le projet.
Mais moi, tu me donnes envie de ne jamais baisser les bras. Elle a contesté le chèque déjà de 1 million. C'est peut-être ça aussi qui a créé ces bisbilles là, parce qu'elle s'est dit qu'avec toutes ces personnes-là qui ont participé financièrement, et elle se retrouve avec un chèque d'1 million et poussière. Mais Hervé, je vais vous dire, vous pensez qu'à l'époque, j'étais à 1 million de francs près? Il faut être sérieux. Si je peux vider mon compte 11 ans en arrière pour produire un artiste, et 10 ans après, pendant que je produis, je vends des véhicules, je suis représentant de marques de boissons énergisantes sur le territoire burkinabé, vous pensez que j'étais à 1 million de francs? Non, moi je pense que ce projet, c'est un projet que je connais plus ou moins parce qu'à l'époque, j'étais enregistré stagiaire dans la boîte. Mais il faut quand même préciser qu'il y a eu de la volonté, il y a eu un effort de contextualisation. Je ne suis pas en train de dire que vous avez tout vrai, mais en tant que témoin, qui ait travaillé aussi et contribué à la réflexion, à la production d'idées, j'avoue que tout a été essayé. Mais moi, je souhaite, avec tout le leadership que vous incarnez, il faut faire le pas. Hein. Les blessures, on ne les entretient pas pour qu'elles ne guérissent pas. On les entretient pour qu'elles finissent. Et moi, je souhaite que vous guérissez votre blessure et que vous tendez la main à la grande sœur. J'ai compris. Parce que le café, pour rappel, hein, c'est aussi le lieu, c'est l'endroit où on donne notre contribution à la paix. Hein. Oui. Voilà, donc j'espère que cette émission, après cette émission, vous sortirez, vous appellerez Sissao. Grande sœur, où es-tu? Je veux qu'on partage un verre. Et puis voilà. Et ce serait une très belle communication. Ouais. Je crois que c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Les gars, on va boucler ce chapitre. Voilà. Monsieur Wally Bara, parlons des choses qui restent dans nos têtes comme ce qui nous a marqué positivement. Il y a eu Sissao, il y a eu cette belle chanson qu'elle a faite, qui a fait quand même le tour de Burkina, et qui l'a fait voyager. Elle est allée jusqu'en Allemagne. En Hollande, oui, à un festival. Tout à fait. Je crois que ça aussi, c'est les bons points que nous, on souhaitait regarder. Mais pour Yélène, on parlera du stade aussi. Parce que c'est un challenge, c'est un défi. Et pour la première fois, comme vous le disiez, un groupe de hip-hop, de jeunes garçons dans le vent, se permettent d'inviter tous les Burkinabés dans l'enceinte du stade municipal. Et puis, ça donne le résultat que ça a connu. On s'est levé en chœur, on a chanté l'hymne national du Burkina. Mais quand on fait tout ça, au fond de soi, et puis après, on range tout et on va au bureau burkinabé des droits d'auteur, des fois, quand on vous voit écrire, faire des posts, on a l'impression que ça vous manque tout ça. Ces risques, ces essais ratés, ces essais mais réussis, il y a tout ça qui vient comme une sorte de nostalgie. Est-ce que vous avez la nostalgie de ce que vous avez fait avant et que vous ne faites plus aujourd'hui? Oui, je crois que vous avez entièrement raison. Hein. Souvent, je discute avec des jeunes managers et je leur dis, j'ai l'impression que Facebook vous a rendu, entre guillemets, paresseux. Parce que nous, quand nous étions sur notre P50 Junior, on avait la rage, on avait faim. J'ai une fois fait un post comme ça, j'ai dit que je trouve que les jeunes managers actuellement n'ont pas faim. Nous, on avait faim. On avait faim. Je me rappelle... Au propre comme au figuré? Pardon? Au propre comme au figuré? Oui, les deux. Faut avoir faim. Vous assumez, sinon à cette allure... Je me rappelle quand on faisait PACOM. Diapresse, avant d'envoyer TTB, nous voir pour dire, vous faites PACOM à l'université, c'est bien. Ils veulent faire PACOM à Bobo, tout ça. Et donc TTB qui vient, voilà, il dit, voilà, il faut, hein, c'est le gourou qui a appelé, tout ça. Et ce jour-là, j'ai dit à TTB, ça c'est vous, votre gourou. Nous, à l'université, là, c'est nous qui commandons le cercle de l'université. Et après, quand j'ai rencontré Diapresse, il m'a dit, on m'a rapporté les propos, hein. Mais toi, tu sais, l'université, c'est les eaux douces. Mais si tu veux venir sur notre terrain, tu vas rencontrer des requins. Et on en a ri. Mais je veux dire, ça, c'est des choses aussi qui nous galvanisaient, qui nous disaient, on était sur la bonne voie, il faut y aller. Et comme Papus l'a dit, ça manque. Souvent, quand je suis au bureau, on fait ce qu'il y a à faire. Tu vois des artistes, il y a du potentiel. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui manque. Mais à un moment donné aussi, après, il faut savoir raison garder. Parce qu'une fois, j'ai échangé avec un ami aujourd'hui qui est responsable du développement Afrique de la SACEM, Tchaye, qui, à l'époque, était le lead vocal de RDS, du Bénin. Et qui me disait,
autour de 2008, quand vous prenez au Burkina, dans le rap, c'était Yélène, c'était Faso Combat, c'était Smokey. C'est ces 3 artistes qui ont déjà pris le Koundé aussi. Hein. Donc, à un niveau, c'était eux. Vous partez au Bénin, c'était RDS. Au Sénégal, c'était PBS, Jolof et Daradji. Ainsi de suite. On avait atteint un niveau de saturation. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on passe à une autre étape. L'étape internationale, où on devait avoir des maisons de disques respectivement pour les uns et les autres. Mais on n'a pas pu passer ce cap. On a tout essayé. Peut-être aussi qu'on n'avait pas, je ne sais pas, avec nos limites, hein, on est bloqué à ce niveau. Et peut-être que c'est une nouvelle génération qui pourra peut-être passer un autre cap. Mais c'est vrai, comme vous le dites, souvent ça manque. Exactement. Alors, Walid Bara, je voudrais qu'on reste sur Yélène. Parce qu'avec vous, quand même, anecdotiquement parlant, je voudrais qu'on reste sur des choses positives. Vous qui avez tant tourné avec le groupe Yélène, il y a ce jour-là où vous allez à Dakar avec le groupe Yélène. Ils doivent jouer, et il y a quand même PBS qui est vraiment la bête de scène. C'est le groupe, quand ils viennent, personne ne vient après. C'était Daradji. Daradji, voilà, qui était challenger de PBS. C'est ça. Là, on se rend compte que Yélène a fort à faire, ils ne sont pas forcément en terrain conquis. C'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, en réalité, c'était le match retour. Parce qu'il y avait un Ouaga Hip Hop 2005 à la Maison du Peuple ici. Et Daradji avait mis le public à un niveau. Et Yélène n'avait pas assuré ce jour. Et les garçons ont mal dormi. Ils ont mal digéré. Et quand on est arrivé à Dakar, c'était comme un match retour. Et là, quand on annonce Yélène, Smarty prend un couplet d'abord en Wolof. Et ça, c'est la force du garçon. Parce que comment tropicaliser sa scène? Parce que vous arrivez, si vous faites les refrains habituels de la Maison du Peuple ou le style français où les gens applaudissent, le public sénégalais, ce n'est pas ça. Donc, il faut déjà appâter le public sénégalais. Et donc, quand Smarty rentre comme ça, en Wolof, mais c'est une hystérie collective. Et on avait tout tué, comme diraient les autres. On avait tout tué. Et on a repris cela, mais applaudissez, puisque vous avez voulu applaudir. Il faut applaudir. Mais on récidive encore ça en 2006 au rap aussi à Conakry, dans un grand stade, où c'est tout le rap hardcore qui se retrouve, parce que quand les gens passent par Ouaga Hip Hop, après on se retrouve au rap aussi, c'était la compétition. Et à l'époque, la Guinée montait en puissance avec 3 grands groupes de rap. Il y avait Djegeji, Forstoy, Fac Alliance, et puis un 3e groupe que j'oublie. Et Yélène qui doit passer après Fac Alliance et avant Didier Awadi. Parce que c'est Didier Awadi qui doit clôturer, parce que bon, c'est le doyen. Voici une autre compétition où on arrive, dans un stade bourré à mort, où c'est du hardcore et où le groupe Fac Alliance est à sa vitesse de croisière. Donc passer après Fac Alliance, c'est un peu comme du suicide. Et surtout, avant Awadi, donc il faut avoir quand même mangé du lion. Et là encore, les garçons ont mangé du lion. Parce que quand Yélène monte, le stade est surchaud. Smarty met un premier couplet. Le stade est calme. Mais dès que le couplet finit, c'est encore une hystérie collective. C'est Mandoé qui vient, qui met le chant qui va avec. Après, Smarty revient. Le spectacle, le public est debout et on attend Didier Awadi. Didier Awadi qui est obligé donc de changer de scénario. Donc, prendre des 4x4 pour faire le tour du stade avant de monter sur scène. Et au moment où il fait tout ce tour du stade, au moment où on doit l'annoncer, il y a une coupure totale au niveau du stade. Ouais. Oui. Et là, vous apprenez d'autres choses aussi parce qu'on reste avec Awadi jusqu'à 2h du matin pour lui remonter le moral. Mais parce qu'il faut être un gars comme Awadi. Parce que, vous savez, après, les bruits de couloir circulaient pour dire ouais, les Burkinabés, ils ont wacké le spectacle. Ouais, tout à fait. Voilà. Un wack, du petit Mossi. Ouais. Mais voici des moments où, franchement, on prenait notre pied. Le meilleur souvenir avec Sissao. Voilà. Le meilleur souvenir avec Sissao. Mais le meilleur souvenir avec Sissao, je crois que c'est au Bénin, en 2008, le festival Diobé. Le festival Diobé, donc le festival qui était organisé donc par les acteurs de la scène urbaine, où Sissao devait passer avant Daroudji. Daroudji, c'était un artiste sénégalais qui montait en puissance.
Et normalement, c'est Sissao qui devait jouer avant. Et lorsqu'on a fait la balance, parce qu'on avait déjà envoyé les sons, mais bon, ça ne disait rien. Mais quand ils l'ont vu sur la balance, physiquement, le programmateur est venu me voir et dit mais c'est elle qui doit clôturer. J'ai dit, ah, c'est vous qui voyez. Il dit, ah, ben, la puissance est là, l'occupation scénique est là, il faut qu'elle clôture. Et elle est venue, elle a assuré aussi, grave, à Cotonou, c'était extraordinaire. Oui. Les mauvais souvenirs, mais aussi les bons, et c'est ça. Absolument. Monsieur Hervé, on l'a, pour continuer. Oui, moi je voudrais justement revenir, c'est pour ça que j'étais pressé de poser rapidement la question, quand vous avez parlé du manquement, vous avez souvent envie de réagir. Justement, est-ce que ces réactions parfois spontanées sur les réseaux sociaux, au regard justement de vos statuts maintenant de directeur général du bureau burkinabé des droits d'auteur, parfois, est-ce qu'elles ne sont pas souvent de trop? Parce que vous descendez peut-être parfois même à la boue, et puis après, ça vous revient sur le visage. Pourquoi parfois ne pas prendre un peu de recul au regard de votre statut? Moi, je pense que je vais répondre comme mon ministre de la Culture, hein, M. Abdou Karim Sango. J'avais déjà une personnalité numérique avant d'arriver au BBDA. Donc, ne m'arrachez pas ce côté. Ouais. Quand moi, je vais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour donner des leçons aux gens. C'est pour partager mon expérience et avoir des retours qui peuvent me permettre aussi également de me remettre en cause. Donc, si je descends dans la boue, je ne sais pas si vous avez des cas. Le cas de Shiny, c'est la jeune. Shady Line. Lady Shine. Vous avez vu un peu comment vous a pratiquement jeté la polémique avec Lady Shine. Non, en fait, Hervé veut dire, je vais essayer de reformuler. Ouais. La question n'est pas de retirer votre... mais avec vos nouvelles responsabilités, est-ce que vous ne devez pas avoir plus de recul par rapport à certaines interventions pour ne pas que cela vous retombe dessus d'une manière ou d'une autre? Parce que le ton que vous avez en tant que Walid Bara ne sera pas le même ton que vous aurez en tant que directeur général du BBDA. Et ce n'est pas évident que les gens puissent faire la différence entre les deux. Réponse. Vous êtes de bonne foi, mais après, les conséquences, on les constate. Je comprends ce que vous dites, je comprends, je prends acte. Mais si on devait revenir sur le cas, par exemple, de Lady Shine, alors voici le commentaire que je fais à la suite d'un post de Youssef. Je dis, félicitations à notre compatriote, même s'il faut l'avouer, ce n'est pas la voie idéale pour construire une carrière. Peut-être que j'aurais dû m'arrêter à félicitations. Ouais. Mais les propos que j'ai dit, même, je vais dire, devant le tribunal de Nuremberg, ces propos-là ont leur sens. Oui, mais vous connaissez les réseaux sociaux. Oui, quand je dis que ce n'est pas la voie idéale pour construire une carrière, je veux parler des télécrochets. Les télécrochets, à l'instar de la Star Academy en France, de Voice Africa, ou de Faso Academy, même à côté de chez nous aussi au Burkina. Prenez Faso Academy. Dites-moi les 10 lauréats de ces 10 dernières années. Dites-moi où ils sont. Je parle en termes de gestion de carrière. Je vais dire, moi je suis administrateur culturel de formation. Le professeur Jean-Pierre Guingane, paix à son âme, qui était donc le patron de ce département, nous a toujours dit, devant un projet culturel, il y a ce qu'on appelle la primauté du projet artistique et il y a la dimension marché. Quelle est la primauté d'un projet? Quelle est la primauté du projet artistique d'une télécrochet? C'est de faire des artistes, des gadgets publicitaires. Derrière, ce n'est pas la construction de carrière qui intéresse. Mais en réalité, sur cette question, je pense qu'il y a eu une incompréhension. Dans le fond, je crois qu'on ne reproche pas à Walid le fond de sa pensée. Mais ça a de la profondeur et ça le mérite d'être dit. Maintenant, le tempo dans lequel il a été dit, le contexte dans lequel il a été dit. Alors, peut-être que la remarque de mes chroniqueurs ici, c'est de dire aussi, des fois, il faut savoir choisir... Le bon timing. Mais il faut s'adresser d'abord à la bonne personne. Est-ce qu'on est sur la toile, c'est une déferlante de félicitations, et les gens sont dans cette logique. Le public qui est là-bas, c'est le grand public qui ne veut même pas avoir de réflexion à faire, qui veut tout simplement jubiler parce qu'il y a un compatriote qui a passé une étape d'un concours. Alors, mais quand on se retrouve dans un cercle de professionnels,
je crois que on peut débattre. C'est le lieu de faire ce genre de discussion. Donc, ce qui est vraiment reproché à M. Walid Bara, ce n'est pas tant le fond de ce qu'il a dit, mais c'est le lieu choisi et le moment choisi. Le moment. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je suis d'accord avec ça. Ce que je dis, j'aurais dit peut-être m'arrêter à félicitations. Et puis peut-être 2 jours après, prendre peut-être un article pour susciter la réflexion, l'un dans l'autre. Mais je suis d'accord avec vous que peut-être c'est de l'opportunité, parce que mon message est venu juste après les félicitations. Voilà. Et puis donc, après, pour ça, je suis d'accord. Les choses se sont bien passées. Exactement. Quand même. Oui, parce qu'elle vous a rappelé derrière. Exactement, parce qu'on a eu des échanges, parce qu'elle aussi, dans la dynamique, au départ, elle n'avait pas compris. Mais après, on s'est parlé avec son staff, tout, ils ont compris ma démarche. Derrière, c'était qu'elle se prépare psychologiquement. Parce qu'il faut être fort dans la tête après ces gens. Ce n'est que le départ. Ce n'est que le départ. Voilà, c'est des choses qui vous donnent des outils importants en termes de visibilité. Vous avez une forte visibilité, ces genres d'événements, mais il faut se préparer. Il faut s'y préparer. J'ai pris l'exemple de Faso Academy. Faso Academy, par exemple, un artiste qui est lauréat, il a 3 millions, commandant. Commandant, vous êtes professionnel, Hervé et les autres. Si Tikendia vous dit la première fois qu'il a touché 3 millions, ou Alpha Bondi vous dit la première fois qu'il a touché 3 millions, vous comprendrez qu'on commence par la fin, au lieu de commencer par le début. Parce que quand on commence comme ça, c'est dangereux pour Je suis d'accord avec vous. Et à un moment donné, il plane un peu et il n'y a pas cette dose d'humilité quand on vient dans le milieu. C'était juste en réalité. C'est comme ce que le commandant l'a dit. C'est comme le commandant l'a dit. La question, en fait, c'est pas que Walid Bara a tort. Parce que sur la réflexion, on est unanime là-dessus. Les télécrochets, on les connaît. Il y a des gens qui sont lancés et il y a des gens qui, si on va faire des statistiques, peut-être qu'on a plus de flops que de succès. Que de succès. Voilà. Mais la réalité, ici, comme le commandant l'a dit, c'était le timing et l'opportunité. Parce que pourquoi il y a eu cette réaction, c'est mon avis, c'est que l'artiste est en compétition, en plein milieu d'une compétition. C'est comme un avion qui décolle. Elle n'a pas besoin d'avoir le vent en face. Après, on pourra discuter sur les opportunités, les difficultés du métier, mais quand l'artiste est sur le ring pour boxer, elle a besoin d'encouragement. Maintenant, ce conseil, moi, je l'aurais accueilli au début, juste avant la compétition, pour dire à l'artiste, tu vas dans le ring, mais il ne faut pas penser que ce succès-là suffira. Ou à la fin, ok, tu as gagné, mais sache que ce que tu as gagné ne suffit pas pour prétendre à X ou Y statut. Mais au milieu de la compétition, il y a du bon là-dedans, mais le bémol qui vient après, si la personne n'a pas une bonne ouverture d'esprit, ça peut déraper ou ça peut la décourager ou la déstabiliser. Je pense Alors, parlant de la déstabiliser ou l'encourager, où on en est avec ce télécrochet? Je pense qu'ils sont à la phase des finales ou demi-finales, quelque chose comme ça. Je ne suis plus bonne, donc, mais elle est toujours en piste. Et c'est une fierté parce que c'est la première fois qu'un Burkinabé arrive à ce stade de la compétition. Et c'est ce qui vaut à ce buzz-là, la frénésie qu'il y a eu autour. Les gens sont fiers. Après, on lui souhaite donc beaucoup de chance. Allez, Duchan, on va applaudir. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. On va appeler un garçon dans le café show. Lui n'est pas dans un télécrochet, il est dans la réalité de la production discographique. Après son featuring magistral avec Malika, la slameuse, il a fait sortir un album. On ne peut pas dire que c'était le succès attendu, mais ce garçon croit dur comme fer parce qu'il est passionné, il est talentueux, et là-dessus, on s'accorde tous à dire que c'est une pépite. Mesdames et messieurs, il a un look des gens d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, il fait la musique de son temps. Voici Will Be Black. T'as beau
est à la timbre, je continue de prier. 9 fois tombé, 10 fois je me suis relevé. Le soleil qui s'est couché va toujours se lever. Je continue de prier. On fait des choix sans savoir où ça va nous mener. Chez nous avancer veut dire ne pas reculer. Je continue de prier. Souvent c'est dur, souvent c'est compliqué. On me dit c'est la vie, il faut accepter. Mais la vie, elle ne m'a pas accepté. Depuis là, ma vie n'a pas changé. Je veux accomplir, je veux réaliser. Je veux voir la famille sécurisée. Jusque là, j'arrive pas à économiser. Alors je me dis, Timbo, quel ta la Timbo. Je continue de prier. Timbo, quel est ta la Timbo. Je continue de prier. Neuf fois tombé, 10 fois je me suis relevé. Le soleil qui s'est couché va toujours se lever. Je continue de prier. On fait des choix sans savoir où ça va nous mener. Chez nous avancer veut dire ne pas reculer. Je continue de prier. Et tous les jours je me suis levé à la même heure, en regardant la montre en attendant que sonne mon heure. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. En bas des classements, j'attends le retour de l'ascenseur. Je veux voir la vie en couleur de tout mon cœur. Je suis ce petit rappeur un peu rêveur, très bon acteur et pour cacher mes pleurs. Depuis Whippy Black recherche la lueur. Quel est la Timbo. Je continue de prier. Timbo, quel est à la Timbo. Je continue de prier. À la Timbo, je continue de prier. Timbo, quel est à la Timbo, je continue de prier. Timbo. Will Be Black. Cher ami, reste là. Ah oui, c'est quand même l'une des rares fois que je vois Hervé bouger comme ça. Les amis, dans un premier temps, on va montrer les panneaux. Hein. Vous kiffez ça ou pas? Voilà. Ouais. Voilà. Et les commentaires qui vont avec maintenant. Cher ami, pour te dire vrai, dans les coulisses déjà, on en parlait avec mes chroniqueurs. Et puis, il y a Lorraine qui s'est permise de nous faire un petit commentaire pour dire ce truc de Will Be Black n'a rien à voir avec tous les autres qu'on a écoutés. Les amis, ça n'a rien à voir. On va applaudir encore sur la fin. Merci beaucoup. Alors, d'abord, une belle chanson. Dans le contenu, un joli message, mais quand même, qui sont une sorte de photographie de tes espérances, et de tous tes souhaits, de tous tes rêves et de toutes les difficultés traversées. C'est pour cela, dans cette vidéo, on voit ce jeune homme en boxeur qui prend des hypercutes de la vie, mais qui se relève tout quand même pour dire « je ne baisserai jamais les bras ». Les amis, commentaires rapidement. Oui, je suis sublimé. Je ne dirais pas que je suis séduit, mais je suis sublimé parce que c'est un artiste que je connais il y a très longtemps. Je l'ai connu quand il était dans un groupe. Je pense qu'ils étaient 2 ou 3, un truc comme ça. Et puis après, je l'ai vu en solo. Mon souci avec lui, c'est que je trouvais qu'il n'avait pas encore trouvé sa personnalité musicale. Ouais. Il chantait, il avait le talent, tu le sentais. Mais je le voyais plus mimer d'autres artistes. Ouais. Tantôt, je le vois style Naija, façon P-Square. Après, je le vois style Gims ou Black M. Le gars a du talent,
mais il n'arrive pas à enlever cette peau de ces artistes il a beaucoup écouté. Exactement. Donc aujourd'hui, quand moi je regarde ça, je vois le mec qui a grandi, qui a poussé, qui aujourd'hui a trouvé son chemin et sait où il veut aller. Et ça, le plaisir que ça me fait, ça me donne la chair de poule. Merci beaucoup. Voilà, merci. Hervé, dis-nous quelque chose de ce garçon que tu connais comme les 5 doigts de ta main. Ah oui, moi j'ai participé, enfin j'ai pratiquement été les premiers à écouter toutes tes premières chansons, jusqu'à même celle-ci que tu m'as présentée après une émission. Je ne voulais pas l'écouter, ça je vous l'avoue, parce que je me disais justement que c'était dans la même tendance. Tu as vu, je pactais. Ouais. Je ne voulais même pas l'écouter, mais tu m'as dit, grand frère, jette juste un coup d'œil. Mais j'ai été effectivement sublimé quand j'ai écouté cette chanson. Et qu'est-ce que je t'ai dit, et je répète ça devant les téléspectateurs, vous les jeunes, je sais que tu l'es également, ne vous stigmatisez pas, ne pensez pas qu'on vous stigmatise. Je te l'ai dit. Je vous ai dit, prends ta voix, non seulement la voix au niveau du chemin, la voix au niveau de ta propre voix. Mais ne pense pas qu'il y a des aînés qui vous en veulent. Et voilà, j'espère et je suis convaincu que tu as vraiment choisi maintenant la bonne voie et la bonne voie. Merci beaucoup. Imhotep. Moi, il n'y a pas de mots pour caractériser l'effort et la qualité de l'œuvre. Et aussi, je vois que c'est quelqu'un qui est très costaud, on se voit, mais il faut avouer qu'il l'incarne. Au-delà de la qualité artistique de la vidéo, la rythmique, il y a un effort d'excellence démesuré. Et il y a l'envie, comme le disait Salif Ackerman, de sortir de terre. Et enfin, et effectivement, il est sorti de terre, c'est mythique. Merci beaucoup. Sur la base que tout début est difficile, on commence sur la copie ou le calque de nos idoles, de nos rêves et tout. Et moi, depuis que l'artiste a commencé, il était plutôt dans le registre jeune, faire ambiancer et tout. Aujourd'hui, quand on l'écoute, on sent vraiment, comme Salif l'a dit, qu'il a grandi. Et nous aussi, du côté de ceux qui aimaient son style d'envoi, on sent qu'il nous fait de la particularité. Avant, on le mimait à Maître James ou bien à Socrate ou un truc comme ça. Mais aujourd'hui, c'est du Will Be Black. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Dernier commentaire, c'est M. Walid Bara qui va... Non, top, hein, bravo, Merci. hein, il a tout donné. Et quand on regarde aussi la vidéo qui accompagne, tout est à l'intérieur. Donc l'adversité, mais il faut se battre, hein, donc il faut donner tout le coup. On prend des coups aussi, et puis, mais il faut savoir extraire. Donc les fleurs, comme disait Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Voilà. Ça, c'est le côté poétique de l'homme. Will Be Black, dis-nous, c'est quoi le projet? Nous avons affaire à un single qui va déboucher sur quoi? Lui, c'est un single, Timbo. Et puis, juste après, il y a une mixtape qui doit venir, un maxi. Voilà. Qui doit venir. Parce qu'avec eux, il y a un nouveau langage. Hein. Il faut comprendre les codes. Une mixtape. Voilà. C'est un maxi qui va venir. Un maxi qui va venir après. D'accord. Mais pour le moment, on est sur la promotion de Timbo. D'accord. Et Timbo est sorti il y a juste quelques jours. Oui, le 15 juin. Il a commencé à être vu sur la toile. Oui, on va dire en 2 jours, on doit être à 12 000, je pense. Félicitations. Cher ami, considère qu'à partir d'aujourd'hui, cette maison est ta maison. Et tu viens là nous donner les vraies informations quand tu veux. Merci beaucoup. Courage et à très bientôt sur les scènes, parce que c'est de ça que vous avez besoin. Merci beaucoup. Okay. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange Café. Walid Bara, on a parlé de l'homme du show business, on a parlé de Yélène, on a parlé de Sissao. Basculons sur le directeur général du bureau burkinabé des droits d'auteur. Commandant, est-ce que je peux me permettre un petit tiret avant qu'on débouche là, parce que c'est quand même une curiosité. Beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas, mais j'ai suivi l'arrivée
d'une marque de t-shirt qui a révolutionné l'univers du t-shirt au Burkina, qui est la marque Burkindi. Oui. Et à l'arrivée, j'ai suivi la communication qu'il y a eu autour et tout le marketing qu'il y a eu derrière. Et après, dans mes investigations, je pense qu'il était assez impliqué. Et aujourd'hui, avec le succès que la marque a aujourd'hui, quel est le regard qu'il a par rapport au travail qu'il a accompli? Quel a été son niveau d'implication dans le marketing le positionnement de ce produit? Qui porte quand même une identité nationale. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Je crois que Bill, qui était un ami, est venu me proposer donc, un échantillon donc, du t-shirt. Et il me disait qu'il voulait que donc, je l'accompagne dans la communication. Et tout de suite, on s'est dit qu'il était important de travailler un concept derrière. Et une simple observation pendant cette période-là. Je crois qu'on a lancé le t-shirt officiellement le 19 octobre 2014, à 11 jours avant l'insurrection. Okay. Voilà. C'est des éléments aussi qui comptent dans la planification donc, du concept. Et le concept, c'était ORSA. Oser, rêver, s'engager, agir. Et on avait voulu fouetter un peu l'orgueil du jeune Burkinabé pour dire qu'on peut porter un t-shirt, même s'il coûte 10 000 francs, oui. Parce qu'il y a la qualité, oui. Mais parce qu'aussi, on est des patriotes. Oui. Et je crois qu'on a pu utiliser l'image de beaucoup d'artistes qui ont compris le concept, des joueurs de football, etc., des personnalités aussi politiques. Et puis bon, l'insurrection faisant aussi, je crois que ça a été un catalyseur aussi. Et vous avez été aussi froissé de voir certains Burkinabés porter des t-shirts fiers d'être un Ivoirien. Il y a tout ça qui... Oui, bien sûr, FBI à l'époque. Fier d'être bon Ivoirien, tout ça. Bon. Voilà, on a voulu... C'était une façon de donner une réponse intelligente aussi et montrer aussi que le Burkina Faso aussi compte dans la carte du monde. Ça a été une bonne action. Parlons de Walib, le directeur général du Bureau burkinabé des droits d'auteur. Alors, il y a 10 jours, je suis tombé sur une petite vidéo. Je retrouve un artiste qui est dans son coin et qui dit « Mais Walib ne peut pas me dire ça. Walib ne peut pas me dire que je mérite 3500 francs CFA. » Alors là, il était question des répartitions des droits d'auteur. Alors, quand on parle du Bureau burkinabé des droits d'auteur, finalement, ça c'est un aparté, quoi. Je te dis, mais cher ami, comment tu allais fourrer ton nez dans cette boîte à polémique? Mais c'est aussi ça le job, pour parler plus sérieusement. Il s'agit quand même de gérer, de collecter de l'argent qui revient aux artistes. Et vous avez trouvé vos prédécesseurs qui ont fait ce qu'ils ont pu, et vous êtes arrivés. Finalement, je me suis demandé, est-ce qu'au fond de vous, est-ce que vous aviez une idée, vous faites une idée vraiment de ce qui vous attendait? Bon, oui et non en même temps. Oui, parce que il faut reconnaître aussi que je n'étais pas trop loin du BBDA. Et avec le DG Balamine Ouattara, qui a été le DG qui a quand même géré cette boîte pendant quand même une longue période, je travaillais dans certaines commissions au sein donc, de la boîte. Donc je prenais le temps de connaître quand même ce fonctionnement, et avec des amis aussi qui se retrouvent dans certains bureaux de droits d'auteur. Mais il faut reconnaître aussi que dès mon arrivée, j'étais confronté aussi à l'intérieur, je parle notamment de l'exécuté des bureaux, l'absence de plan de carrière pour une boîte qui a plus de 30 ans et quelques. Donc c'était quand même chaud. Et puis, étant issu du secteur culturel, c'est-à-dire que vous avez déjà travaillé avec certains artistes, donc naturellement, il y a beaucoup de subjectivité, parce que ceux avec qui ça s'est bien passé comptent sur vous, ceux avec qui ça ne s'est pas bien passé s'opposent automatiquement contre vous, et donc il faut pouvoir trouver le juste milieu entre toutes ces variantes-là. Ouais. Mais il faut dire que le BBDA, il faut comprendre que c'est un peu comme une coopérative, où des gens décident de s'unir pour pouvoir négocier des tarifs plus importants face à des utilisateurs qui sont puissants. Et ensuite, répartir donc, ces montants collectés-là selon un document juridique qui est le règlement de répartition, qui est actuellement même en relecture avec donc, les instances donc, de la maison, donc le conseil d'administration et l'Assemblée générale. Mais ce n'est pas toujours bien perçu
Parce que pendant longtemps aussi, il faut dire que la maison n'a pas assez communiqué. Ouais, je pense que la maison n'a pas assez communiqué. Et bon, naturellement, même quand on parle de répartition, il y a toujours, je ne sais pas s'il y a des répartitions équitables, mais bon. Ouais, il y a toujours eu des... Alors, monsieur Walid, on va parler quand même de certaines réformes à l'intérieur, rapidement avant que Hervé et les autres ne posent leurs questions. Naturellement, il y a toujours eu de la polémique autour de la répartition. Et vous parliez de la communication qui a manqué par le passé. Mais pour dire vrai, sans avoir dit les choses dans la gêne, est-ce que les artistes eux-mêmes sont enclins à connaître et à savoir davantage en ce qui concerne? Est-ce que c'est ça qui les intéresse dans la réalité? C'est vrai que à une époque récente, il y avait des cadres de formation avant le paiement des droits. Mais il faut dire que bon nombre de nos créateurs faisaient de la résistance. Voilà, ce qui intéresse les gens, c'est tout de suite et maintenant. L'argent, qu'est-ce que je gagne? Voilà, qu'est-ce que je gagne? Et quand c'est bon, on est tranquille, mais quand c'est pas bon, on n'est pas tranquille. On ne cherche pas à comprendre pourquoi. Dites-nous, le AMA, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez mis votre concept AMA en place pour venir en aide aux artistes d'un certain âge? D'accord. Peut-être qu'il faut parler de l'Assemblée générale d'abord. Parce que l'Assemblée générale, c'est l'instance suprême donc, de la maison. Et la maison a fonctionné pendant 31 ans sans cette Assemblée générale. Or, cette Assemblée générale parachève le processus d'implication des créateurs à 71% dans les instances de décision. Donc maintenant, en fait, le BBDA est géré vraiment par les créateurs. Parce que c'est les grandes orientations de cette Assemblée générale que nous mettons en œuvre. AMA est né de la volonté de rendre justice à des artistes du 3e âge qui avaient permis quand même au Burkina de rayonner culturellement, mais qui, eu égard à la faible structuration des filières de création à l'époque, n'ont pas pu avoir des droits conséquents ou des cachets conséquents. Donc c'était une manière de rendre justice. Une justice sociale. Une justice sociale. Donc ce mécanisme de prévoyance sociale permet à chaque artiste membre du BBDA qui capitalise 15 ans de carrière au sein de la boîte de bénéficier d'une allocation financière de 100 000 francs par trimestre. 100 000 francs par trimestre. Voilà. Autour de 300 000 francs. 400 000 francs l'année. 400 000 francs l'année. Et au jour d'aujourd'hui, combien d'artistes en ont bénéficié? 150. 150. Et ça continue le processus. Ça continue le processus. Pour que les artistes de demain aussi ne puissent pas tomber dans ce genre de difficultés. Voilà, pour l'instant, c'est une réponse conjoncturelle. On se bat pour trouver la forme structurelle à travers un prélèvement. Et ça, c'est l'Assemblée générale aussi qui doit donner son cutus. Voilà, afin de trouver une réponse structurelle. Le CETULA maintenant. Là, vous mettez une équipe en place pour écouter les œuvres. C'est ça. Faire une sorte d'identification, de classification. Tout à fait. Alors, il faut dire qu'au BBDA, les voix chaudes s'élevaient sur les questions donc, des coefficients, ce qu'on appelle dans le jargon du droit d'auteur les critères de taxation. Les critères de taxation, c'est des mécanismes qu'on met en place dans tous les bureaux de droit d'auteur pour faire une classification en fonction des genres, que ce soit en littérature, en musique, en dramatique, etc. Maintenant, le problème qui se posait, c'est qu'il y avait souvent le soupçon du délit de faciès. C'est-à-dire, je viens avec mes druides et quand j'arrive au BBDA, je dis, bon, je fais du reggae. Tout de suite, on me met un coefficient 1. Ou bien je viens avec un baggy à l'image de Weebie Black. Je dis je fais du rap, on me met un coefficient 1. Sans l'avoir écouté au préalable, dans le fond. Voilà. Non seulement on n'a pas les compétences au sein du BBDA, donc il fallait travailler à mettre une commission technique. Cette commission technique-là fait appel à des compétences extérieures qui, en même temps, forment, parce qu'il y a un transfert de compétences au personnel du BBDA pour savoir la nomenclature des œuvres, parce que les gens écoutent, parce qu'il faut un certain nombre d'instruments pour affecter les critères de taxation. Les critères de taxation, on va rapidement, les gars, parce qu'il nous reste environ 10 minutes pour terminer cette émission. Allez-y. OK, voilà. C'est deux questions en une, parce que les deux questions se rejoignent en réalité. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez rompu les amarres avec Vision Parfaite? Je pose la question parce que j'ai suivi un certain nombre d'événements qui remontent à la période où vous aviez déjà démissionné du BBDA et qui officiellement n'avait pas plus de responsabilité vis-à-vis de Vision Parfaite. Mais j'ai été surpris de retrouver votre signature au bas d'un chèque au moment où vous étiez déjà
DG là-bas et officiellement aviez déjà démissionné. Peut-être que c'était des questions de procédure qui étaient en cours, j'en sais rien, mais c'est le constat que j'ai fait. Au jour d'aujourd'hui, ces questions de signature et autres, est-ce que c'est réglé? Mais plus loin, Walid Bara, en tant qu'ancien acteur culturel qui a certainement produit des œuvres ou qui a édité ou distribué des œuvres, au jour d'aujourd'hui, de sa position de DG du BBDA, est-ce que, comment on appelle, la collecte des droits de ces œuvres dont il bénéficie, est-ce qu'il est à l'aise quand il traite cela? Est-ce que sa position d'antan et sa position d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas... un conflit? Oui, un conflit. Alors, pour la première question, il faut dire que Vision Parfaite est une société au départ individuelle qui était donc gérée par Walid Bara et ensuite qui est passée à une société à responsabilité limitée avec donc des actionnaires. Et dans ce processus, ma nomination donc, du BBDA est arrivée et donc j'ai mis fin à mes fonctions. Peut-être le cas que vous évoquez était peut-être dans le cas de la transition. Donc, peut-être que ça peut s'expliquer. Aujourd'hui, c'est voilà. bon. Voilà, non, c'est depuis belle lurette. Maintenant, pour la question des droits, il faut dire que le directeur général ne peut même pas influencer même la répartition des droits. Il travaille à mettre des mécanismes. Il ne les traite pas. Voilà, il met des mécanismes en place qui donnent les grandes orientations de la maison. Et il veille à travers, parce qu'on a mis un pool contrôle qualité à l'intérieur, donc avec donc, ces nouveaux outils modernes-là, qui font qu'on ne peut même pas influencer une répartition des droits. Maintenant, les œuvres que Walid Bara avait créées donc, dans le passé, qui peut-être produisent encore des droits, mais bon, c'est vraiment des pécadilles. Ben, moi, je veux savoir très rapidement. Vraiment des pécadilles. C'est pas lié au montant en réalité. Qu'est-ce qui a fait nommer Walid Bara au BBDA? Est-ce sa proximité connue avec Tahirou Bari ou son expérience de promoteur culturel qui, on le savait bien avant, vous aviez cette expérience, vous n'avez jamais été désigné à ce poste. Finalement, qu'est-ce qui a pesé? Et aussi, quelles sont ses relations actuelles avec Tahirou Bari? Je pense que ça a été un choix par défaut. Un choix par défaut, je m'explique. Quand Tahirou Bari a été nommé ministre, il m'avait consulté pour, dans sa shortlist pour voir ceux qui pouvaient donc, gérer le BBDA. Donc, je devais démarcher certaines personnes parce qu'il avait une autre vision de cette maison. Et tous ceux qu'on a démarchés ont refusé parce que la maison était en crise en 2015 et c'était sa plus grosse crise. Donc, personne ne voulait donc, aller au charbon. Et c'est un soir qu'il est venu me dire, bon, écoute, je n'ai plus de choix. En réalité, il faut que tu y ailles. J'ai dit, mais parce que tu souhaites que je brise mon avenir maintenant, qui est fou pour aller maintenant dans une maison qui est en feu? Il m'a dit, c'est parce que tu as peur d'échouer. En réalité, c'est cette phrase qui m'a un peu révolté. Voilà, parce que me définissant comme un gladiateur, je me suis dit que je ne peux pas échouer. Je vais y aller et je vais montrer voilà, ma vision de la chose. Proche, par exemple, des gens vous reprochent, et c'est souvent entendu, et vous-même souvent vous l'avez, ça vous est revenu, on vous reproche d'avoir précipité la nomination de votre allié ZS au Sénasa pour finalement prendre le plus gros morceau qui est le BBDA. Donc, il y avait un calcul derrière. Voilà. Et donc, vos démarches étaient des démarches peut-être qui s'arrangeaient pour que vous soyez le... Voilà. Mais vous savez, on dit qu'on est dans la capitale du cinéma, donc vous ne pouvez pas empêcher les gens de voir des scénarios. Mais je vais vous dire, en réalité, je ne me voyais même pas dans l'arsenal du ministère de la Culture. Ils sont nombreux qui se battaient chaque jour, chaque nuit, qui passaient voir Tahirou Bari. Il y a des dossiers même qui me revenaient, des gens qui voulaient... Il y a eu des deals de campagne. Il n'y a pas eu de deal de campagne quand même, parce que vous avez battu campagne quand même au point de... Vous me permettez de terminer, peut-être que vous allez mieux comprendre. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est allé parce que chacun voulait sa part de récompense. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Je ne me suis jamais vu dans un poste même administratif en réalité. Je ne me suis jamais vu. Voilà pourquoi j'ai osé faire les réformes les plus folles, notamment les 6 premiers mois en mettant
cette assemblée générale. Vous savez comment j'ai été combattu pour cette assemblée générale, mais j'étais prêt, après 6 mois à quitter le BBDA, ça ne me gênerait pas, parce que je me vois toujours comme ce téléthon libre qui aime créer des choses, qui aime des défis, voilà, qui aujourd'hui a envie aussi encore de faire d'autres défis, voilà. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Question dans les yeux de Monsieur Walid Bara, posée par Mademoiselle Lorraine. Applaudissements pour Lorraine. Et on va applaudir Monsieur Walid Bara. Bonjour Monsieur Bara et bonne arrivée sur ma table de mensonges et vérité. Merci. Et ici c'est un peu simple, je vais vous poser 10 questions. D'accord. Et vous allez me répondre si c'est mensonge ou si c'est vérité. Ok. Tout en me regardant dans les yeux. D'accord. Mais avant de commencer, on va boire de l'eau. Dans les yeux toujours. Vivons alors. Ok. J'aurais appris que vous ne portez pas très à cœur la nouvelle génération de rappeurs burkinabés. Mensonge. Mensonge. En réalité, une histoire d'amour se cacherait entre vous et Lady Shine. Mensonge ou vérité? Puis mensonge. Ok. Il se dit que le commandant Papus et vous seriez les meilleurs amis et auraient fait les 400 coups ensemble. Mensonge. Aïe. Vous reniez votre ami? Mensonge. Ok. Sur les 400 coups, là, ça c'est... Sur les 400 coups? Oui, ça c'est... Mais le reste, c'est la vérité? Oui, ça c'est... Ok. Voilà. Votre séparation avec Sissao serait liée à une affaire d'argent? Puis mensonge. Mensonge? C'est pas ce que j'ai compris tout à l'heure, hein, mais bon mensonge. Monsieur Bara aurait un très grand talent caché qui serait celui de danseur. En tout cas, je me débrouille. Mensonge ou vérité? Bon, vérité. Hein. Vérité. Bon, c'est pas total, parce que... Vérité alors. Bon, vérité alors. Vous vous êtes séparé du groupe PLN. Votre séparation du groupe PLN, désolé, serait due au fait que vous n'avez pas reçu votre part des 10 millions de M. François Compaoré. Puis mensonge. Mensonge. Vous envisagez de vous engager en politique dans quelques années. On ne réfléchit pas, M. Bara. On ne réfléchit pas, M. Bara. Mensonge ou vérité? Dans 10 ans, on pourra rediffuser cette émission. En effet. Mensonge, vérité. Monsieur Bara vient de dire qu'il va s'engager en politique. Sans votre amitié avec Monsieur Tahirou Bari, vous n'aurez jamais été DG du BBDA. Jamais, jamais. Vérité. Vérité. Ok. Il se raconte que le groupe Yélène ne se serait pas séparé si vous, qui étiez leur manager, avez assumé votre rôle jusqu'au bout. Mensonge. Mensonge. On vous prêterait l'intention de siéger au CISAC après le BBDA. Monsieur Bara réfléchit beaucoup. Vous avez dit le CISAC. Ah ok, la Confédération. Oui. Mensonge ou vérité? Je siège déjà. Ok, vous siégez déjà au CISAC. Oui, Merci je suis pour l'information. vice-président. Ok, voilà. C'est tout, Monsieur Bara. Merci. Merci. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé.
la note de l'invité maintenant, c'est avec mademoiselle Dianou Mariatou. Bonjour mademoiselle. Bonjour commandant. Comment vous avez trouvé ce café de monsieur Walid Bara? J'ai trouvé le café de monsieur Walid Bara très chaud. D'accord. J'ai vraiment aimé. Ok. Alors, qu'est-ce qui a motivé la note qu'on va découvrir tout à l'heure? Bon, j'ai suivi attentivement l'émission et je tiens tout d'abord à remercier monsieur Walid Bara d'avoir honoré à l'émission Le Grand Café. D'accord. Je lui ai accordé la note de 9. La note de 9, ça commence bien. Appelons maintenant mademoiselle Nakoulman Sévérina. Mademoiselle, bonjour, bienvenue au Grand Café. Bonjour, monsieur Bara. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre présence à l'émission Le Grand Café. C'est moi qui vous remercie. Bon, j'ai trouvé l'émission très chaude parce qu'il y avait la sincérité et puis l'honnêteté dans vos réponses. Et pour cela, je vous attribue la note de 9. 9. Ça doit être la note à la mode en ce moment. Mademoiselle Zeba Aïcha. Mademoiselle Zeba, bonjour. Bonjour, monsieur. Les Zeba sont des Bissa. C'est ma soeur. J'espère que vous n'allez pas... Elle va me donner 11 alors. J'espère qu'il n'y aura pas le complot Bissa. Non. Bon, Bonjour, mademoiselle monsieur Zeba, dites à votre cher cousin, votre oncle, qu'est-ce qu'il a, il a mérité au café. Bon, il a mérité la note de 8 sur 10. D'accord. Voilà. Ça, c'est une bourrique. C'est une bourrique qui Alors, s'appelle Zeba. dites-nous, comment vous l'avez trouvé? Parce qu'il doutait un peu avant de répondre aux questions. D'accord. Il y a Voilà, beaucoup d'hésitation. Une hésitation faite. Mais il faut être prudent au café quand même, non? Il fallait qu'il réponde franchement. Le micro à mademoiselle Eugénie Alira. Mademoiselle, vous qui avez installé votre invité, est-ce qu'il a suivi les consignes? Dites-nous. Oui, il a suivi les consignes. Et ce qui m'a même étonnée, il y avait des questions très très chaudes. Je m'attendais à ce qu'il me dise, balance-moi le joker, il ne l'a pas fait. Ouais. Donc déjà, parce qu'il a assumé, il n'a demandé aucun joker, il a 9. La 9. Il a 9. Il a 9. Monsieur Walid Bara, on a longtemps rêvé faire cette émission avec vous. Et ça y est, on l'a fait. L'émission est dans la boîte. À vous de nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission, de cette partie d'échange. Merci, commandant. Merci aussi aux chroniqueurs. Je crois qu'il y avait des choses sur lesquelles il était important que je puisse m'exprimer. Et je crois que ça a été fait donc, dans une ambiance bon enfant. Maintenant, si je ne suis pas allé peut-être au bout de certaines explications sur d'autres sujets, je crois que c'est parce que toutes les vérités aussi ne sont pas bonnes à dire. Okay. Et donc, je prie donc, les oreilles attentives aussi également donc, de m'excuser à ce niveau. Et vivement donc, que le café puisse poursuivre donc, son chemin, parce que je trouve que c'est une très belle émission. C'est une émission qui vient améliorer le paysage audiovisuel. Et donc, c'est une excellente tribune pour que nous puissions aussi évoquer les préoccupations donc, de l'équation culturelle. Alors, mes chroniqueurs de commun accord m'ont demandé de placer cette question. C'est oui ou c'est non? Est-ce qu'au sorti de cette émission, vous allez prendre votre téléphone, appeler Sissao Awa pour, une fois pour toutes, à plein niveau différent? Ne serait-ce qu'on oublie le passé et puis la vie continue. D'accord. Je m'engage. Mesdames et messieurs, une grosse émission avec une grosse promesse. Dimanche prochain, encore ici, sur ce siège, un autre invité, un autre café. À bientôt. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019.
Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café.